Bonsoir chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle édition d'Afrique Foot. Ce soir nous parlerons encore de football et nous reviendrons sur le 7e sacre du club égyptien Al-Ahly en Ligue des champions africaine, mais également sur la finale allée de la Coupe de la Confédération qui s'est disputée le week-end dernier entre le Djoliba AC de Bamako et le FC Léopard de Dolosier. Alors, ne nous quittez pas, on se retrouve juste après ces transitions pour commencer par la rubrique Actu africaine. Une fois de plus, merci d'être avec nous. Le football camerounais est en deuil. Théophile Abega, ex-capitaine des Lions indomptables et ballon d'or africain de 1984, a succombé le 15 novembre à Yaoundé en malaise cardiaque. Éliminatoire CAN des cadets 2013, l'équipe nationale des cadets du Congo s'est inclinée 0 but contre 1 le 18 novembre à Dar es Salaam face à son homologue tanzanien. Le match comptait pour le 3e et dernier tour de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie. Suivons les reportages. Allez, les lions, bravo, soyez toujours champions, vous atteindrez les plus hauts sommets. En 1984, à Abidjan, le Cameroun remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette génération dorée où l'on retrouve des noms tels que Roger Mila, Thomas Akono ou encore Manga Ongene, figure Théophile Abega. Surnommé docteur dans le milieu du football, Théophile Abega fait partie des joueurs qui ont marqué de leur talent démesuré l'histoire du football camerounais. Né le 9 juillet 1954, l'homme a tiré sa révérence le 15 novembre à Yaoundé, capitale du Cameroun, cette même ville qu'il a vu naître il y a 58 ans. Dans la capitale, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Sur les visages, c'est le désarroi total. Victime du diabète, l'ancien international aurait succombé suite à une insuffisance cardiaque. Hospitalisé il y a une dizaine de jours, suite à un malaise, Théophile Abega ne rejoindra malheureusement plus la municipalité de Kondengui, où il occupait la fonction de maire depuis une dizaine d'années. Mais avant cette reconversion politique en militant pour le RDPC parti au pouvoir, c'est sur les pelouses que Dr Théophile Abega se révèle au grand jour. Icône incontesté du canon de Yaoundé, il remporte avec le club de la capitale 3 championnats nationaux et de nombreux titres continentaux. En 1982, il fait partie de l'expédition des Lions indomptables au mondial organisé en terre espagnole. Devenu capitaine des Lions indomptables du Cameroun, 2 ans plus tard, il érige avec ses coéquipiers le Cameroun sur le toit de l'Afrique lors de la CAN, une consécration continentale qui lui vaut le titre de ballon d'or africain la même année. Son aventure, outre-Manche au FC Toulouse et à Bévert en Suisse, est moins glorieuse. Mais qu'à cela ne tienne, le natif de Yaoundé effectue un retour au Bercail en 1987 et raccroche les crampons 2 ans après. Sa disparition est une perte pour le football camerounais, plongé en pleine crise et en quête d'une autorité perdue. Par la voix de son président, Paul Biya pourrait dire un seul mot continuer. 15 minutes ont suffi aux cadets tanzaniens pour s'imposer devant les Congolais qu'ils ont battus au Main National Stadium de Dar es Salaam. Dès l'entame du match, ce sont les Tanzaniens qui ont pris les commandes en main. Partout, sur toutes les balles, la bande à Faridi Mussen, Miraji, Mutatiri a mené de temps à autre des offensifs meurtriers dans les mythiques défenses congolais qui souvent a été sauvés par la dextérité de leur gardien de but Ombanza. Au cours donc des 15 premières minutes, les Diables Rouges cadets, démunis et lourds, ont subi coup sur coup les assauts fracassants et répétés de la brillante attaque tanzanienne jusqu'à la 15e minute lorsqu'un Tanzanien a été fauché tout juste à l'entrée de la surface de réparation. C'est donc par ce coup franc bien botté que le dossard numéro 6, Mutatiri Yaya, a marqué l'unique but de cette rencontre à la satisfaction du public tanzanien. 1-0, c'est sur ce score que les deux équipes sont reparties dans les vestiaires. Je disais tout à l'heure que ce coup franc était très dangereux et que les Diables Rouges devaient faire attention. Et voilà ce qu'est fait. Les Diables... Du retour des Citrons, les Diables Rouges qui ont mis en place un dispositif de départ de 4-5-1 avec 4 attaquants, 1 en pointe, 2 milieux récupérateurs,
n'ont vraiment pas retrouvé leurs automatismes habituels. En dépit donc de quelques rares occasions de but, malheureusement non concrétisées, les Diables Rouges cadets, démotivés on ne sait pourquoi, se sont illustrés par un refus de jouer et ont finalement subi la domination tanzanienne. Même s'il faut reconnaître que les arbitres de nationalité ougandaise ont brillé par une partialité aveugle. Le cas de ce but refusé aux Congolais et cette expulsion imaginaire du sélectionneur Eddy Udanski. Il y a le coach Udanski qui est expulsé. Quoi qu'il en soit, en attendant le match retour à Brazzaville, à travers cette défaite, les Diables Rouges doivent travailler et encore travailler et bâtir de nouvelles stratégies s'ils veulent trouver le chemin du Maroc, parce que les Tanzaniens ne viendront pas à Brazzaville en victimes résignées. Parlons de la CAN des cadets 2013. Précisons que le match retour entre les Diables Rouges du Congo et la Tanzanie se jouera le 2 décembre au stade Massamba Temba de Brazzaville. Rendons-nous à présent en Afrique du Nord pour revivre quelques rencontres de la 11e journée du championnat d'Algérie, notamment les rencontres opposant Entente de Sétif, actuel leader du championnat, à Azochlef et Mouloudia d'Alger, Mouloudia d'El Hulma. À Azochlef, Entente de Sétif, une rencontre où les locaux désormais entraînés par Nour Benzekri devaient éviter à tout prix un nouveau faux pas devant leur public et face à un adversaire sétifien venu défendre sa place de leader du classement. Première occasion pour les Chilifiens. Un corner de Messoud, mal renvoyé par la défense. Messoud, toujours lui, reprend, le gardien de but s'interpose une première fois, une deuxième fois. Les Chilifiens réclament un but. La balle a-t-elle franchi la ligne? Non, estime monsieur l'arbitre Miguel, qui donc n'accorde pas le but aux Chilifiens. Les Chilifiens qui restent toujours très en vert avec ce centre de Zawi en direction de son coéquipier Razali qui reprend du gauche et bat imparablement le gardien de but Sétifier Khdaïria. Ouverture du score logiquement pour les Chilifiens grâce à ce très joli but amorti de la poitrine et reprise instantanée du gauche au deuxième poteau et ouverture du score pour les Chilifiens dont les supporters expriment leur joie. En seconde mi-temps, c'est toujours Chlef qui est à l'attaque par cet insaisissable Messoud dont le tir va heurter la base du montant droit de Khdaïria et sortir au-delà du champ de jeu. Les Chilifiens donc qui maintiennent la pression sur leur vis-à-vis avec Messoud encore lui dont le tir est détourné cette fois-ci par Khdaïria. Une très très bonne occasion pour les Chilifiens de porter l'estocade. Et puis la réaction sétifienne, elle va intervenir sur cette action. Mauvais renvoi de la défense. Orbi tente de s'infiltrer dans la surface de réparation. Il est bousculé par Zawi et l'arbitre n'hésite pas à désigner le point de pénalty. Pénalty donc en faveur des Sétifiens. Et c'est Aoudia qui est à la réalisation. Et Aoudia ne se fait pas prier pour battre le gardien de but chélifien. La joie des visiteurs sétifiens sera pourtant de courte durée puisque les gars de l'Azochlef vont obtenir un coup franc magistralement botté par Messoud en direction de Razali qui trompe de la tête pour la seconde fois le gardien de but sétifien Khdaïria, assurant donc à l'Azochlef un succès fort bien mérité à la grande joie de leur public. Le Mouloudia d'Alger qui reçoit le Mouloudia d'Alma, un match délocalisé en raison de l'impraticabilité du stade du 5 juillet. Le Mouloudia d'Alger qui retrouve Omar Hamadi et son public nombreux venus pour la circonstance et pour la confirmation après la victoire à Tizi Ouzou 1-0. C'était la semaine dernière. Une équipe du Mouloudia d'Alger qui va subir d'entrée avec cette frappe que le gardien de but Chaouchi va accueillir. C'était un ballon venu de Deraja. Ils vont se réveiller les joueurs du Mouloudia d'Alger. On joue la 10e minute de jeu avec cette tête de Djalit au-dessus de la cage du gardien Mourad Belfan. Il va avoir ce corner également de Metref et la tête de Yahlaoui va aller sur les pieds de Derarja.
Taïba, un ballon qui va revenir très vite pour l'équipe de l'Allemagne. Et Taïba qui va partir en contre avec un ballon qui va rater lamentablement. Il avait la possibilité de donner un retrait. Il frappe à côté de la cage du gardien du Mouloudia d'Alger. Le MCA termine sa première partie à 0-0. En seconde période, on a failli voir le but de Taïba à la 46e minute de jeu. Il va avoir ce coup franc pour le MCA qui va trouver à la parade le gardien de but Mourad Barfan, qui va être l'homme du match, qui va sauver la situation avec une nouvelle fois un ballon à côté de Babouche. Corner pour le MCA et un ballon qui va revenir pour Meklouche qui frappe sur le gardien qui met au-dessus de la transversale. On était à la 85e minute de jeu. On s'achemine vers la fin de partie. Autre ratage du MCA et le défenseur Oussalah qui dégage cette balle. Score final 0-0 entre le Mouloudia d'Alma et le Mouloudia d'Alger. Une des dernières actions ratées par le MCA. Et nous, aujourd'hui, on était dans un jour sans. Un manque de réussite, un manque un peu de vivacité, on était en retard sur le marquage, on était fait le pressing, on n'arrive pas à presser très haut l'adversaire. Ben, c'est une journée sans. C'était vraiment un bon match entre l'Allemagne et le Mouloudia. Surtout le Mouloudia comme il a créé des occasions. Net, on a subi vraiment en premier mi-temps, en deuxième mi-temps. On a un bon groupe. هضرنا بيناتنا في الفيستير. On a dit quand même il faut revenir بحاجة مبولوين. Parlons à présent de la Ligue des champions africaine. Le club égyptien Al-Ahly a remporté pour la 7e fois de son histoire la Ligue des champions africaine grâce à sa victoire de 2-1 sur le terrain de l'Espérance de Tunis. Un exploit réalisé par le club du Caire et ce malgré la suspension cette saison du championnat égyptien suite au drame de Port Saïd. Une autre finale s'est jouée le week-end dernier. Il s'agit de la finale allée de la Coupe de la Confédération africaine. Le FC Léopard de Dolésier a pris une sérieuse option pour la suite en décrochant le nul de 2 buts partout sur la pelouse du Djoliba AC. Une rencontre riche en rebondissements dont Afrique Foot vous propose de revenir en images sur les temps forts. Pour la 7e fois de son histoire, le club égyptien Al-Ahly a remporté la Ligue des champions africaine. Samedi 17 novembre au stade de Rades, le club emblématique du Caire a sorti la grande artillerie devant le tenant du titre, l'Espérance de Tunis. Pas de chance pour les 100 et or qui étaient pourtant bien partis pour se succéder sur le podium après le nul concédé à l'Ali. À la 44e minute, la passe en retrait de Hamdi a trouvé Guido qui a ouvert la marque par un plat du pied, donnant ainsi l'avantage à l'Égypte. Après l'ouverture du score, Al-Ahly va doubler la mise à la 2e mi-temps. À la 62e, l'ailier égyptien Soliman, profitant de la maladresse défensive tunisienne, passe devant Ben Mansour avant d'envoyer le cuir dans les filets de Ben Cherifa. Ce deuxième but creuse le fossé entre le club égyptien et le tenant du titre, désormais condamné à marquer 3 buts sans en encaisser un seul pour conserver son trophée. Le miracle attendu n'aura finalement pas lieu malgré la réduction du score à la 89e par le Camerounais Yannick Ndjeng. Et au final, c'est Al-Ahly qui brandit pour la 7e fois le trophée de la Ligue des champions africaine. Finaliste pour la 3e fois d'affilée, l'Espérance de Tunis cède le fauteuil de leader continental au club du Caire qui représentera l'Afrique à la Coupe du monde des clubs, prévue au Japon du 6 au 16 décembre prochain. De corrida footballistique inouïe a épaté les extraterrestres bien connus de la planète foot. 20e minute d'un lobe géant qui montre la hauteur du pont sur le fleuve Djoliba aux Maliens. 1-0. « 37e minute sur penalty. Alou Bakayoko calme les rugissements des fauves léopards. Et le penalty évident. Le Mali. Un but partout. Score de parité à la pause. Les supporters maliens qui se lèvent et qui crient de joie. Après les citrons, Salif Koulibaly de la tête contraint les léopards à se réfugier dans leur tanière momentanée. 2-1. Superbe tête du défenseur, le grand Salif Koulibaly. Et les minutes s'écoulent.
80, 81, 82, 83, 84, 85e, lorsque le joker Léopard Nguelou Yapo ressort de la tanière et cette fois mesure triomphant la petite profondeur du Djoliba. Fin de match, résultat sécurisant pour les fauves du Niari. Réaction du ministre congolais des Sports, Léon Alfred Opima, et du président d'AC Léopard, Rémi Ayos Ikunga. Je crois qu'il y a une première étape qui a été accomplie et bravo à Léopard. Ne soyons pas euphoriques, c'est vrai, nous sommes contents pour le nul d'aujourd'hui, mais le match retour sera tout aussi décisif. Donc on doit rester serein et travailler pour parfaire le travail à domicile. Nous avons les moyens de remporter cette coupe. Vous avez vu que nous avons bien joué aujourd'hui, nous avons bien montré un engagement. Et c'est ça qui fera la différence dimanche à Dolisie. Nous sommes très heureux aujourd'hui, mais ne soyons pas euphoriques comme je le dis. Soyons sereins pour le match retour. Rendez-vous le 25 novembre prochain à Dolisie pour la finale retour. Très sportif. FC Léopards Dolosier et Djoliba AC, malgré ce nul de 2 buts partout, rien n'est encore joué pour le club congolais qui accueillera dimanche prochain son rival pour un match retour décisif. Fermons cette page consacrée à l'actualité africaine par la série de matchs amicaux disputés le 14 novembre. Face à l'Albanie, les coéquipiers de Samuel Eto'o ont eu du mal à convaincre leur public, tandis que le Maroc s'est fait surprendre à domicile face au Togo, conduit par son emblématique capitaine Emmanuel Adebayor. C'est une équipe nationale complètement remodelée qui s'est présentée face au Togo au stade Mohamed V de Casablanca. Rachid Taossi voulait voir un maximum de joueurs pour tester leur potentiel, mais face à des Togolais homogènes et solides en défense, les Lions de l'Atlas se sont inclinés 1-0. L'œuvre de la star Emmanuel Adebayor à la 74e minute de jeu, le plan de Didier Six a parfaitement fonctionné. On savait très bien qu'on a une bonne équipe qui peut jouer en contre. C'est ce qu'on a bien fait, on a marqué à la fin. On a gagné, donc je pense qu'on est content et surtout pour la confiance, c'est très bien. Dans une rencontre bloquée, une seule occasion a suffi à Adebayor pour battre le Maroc. Changement dans le 11 de départ et au cours de la rencontre, les Lions de l'Atlas ont cruellement manqué d'automatisme. Cette rencontre aura au moins servi de baptême du feu à Saïs Rennam, Medine Emli, Adrien Regatin et Shahir Belrazouani. Certains ont même tiré leur épingle du jeu. C'est difficile quand on rentre dans un groupe comme ça. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas la victoire. Mais on espère, Inch'Allah, que ce sera pour la prochaine fois. Maintenant, j'ai eu une occasion, ils ont réussi à la mettre dedans. Ah, c'est un 100% pour eux. Et nous, on a eu nos occasions, on ne les a pas mis dedans. Ah, c'est ça le foot, des fois. C'est pas le meilleur qui gagne. Et voilà, on reste confiant pour la CAN. Rester confiant pour la CAN et vite trouver une homogénéité dans le jeu, ce sont les chevaux de bataille du Maroc pour les prochains mois, afin de s'extirper d'un groupe largement à leur portée à la CAN 2013. La journée du mercredi 14 novembre 2012 a été marquée sous le signe des rencontres amicales. Plusieurs nations africaines ont pu tirer de bons enseignements dans la perspective des prochains matchs de qualification pour le Mondial 2014. Parmi elles, le Cameroun qui avait pour adversaire l'Albanie, une sélection plutôt moyenne qui aurait permis aux Lions indomptables du Cameroun de renouer avec la victoire au niveau international. Pour ce match disputé à Genève en Suisse, on note quelques aménagements dans le 11 entrant de Jean-Paul Akono par rapport au dernier match des Lions contre le Cap-Vert. À Lannion, l'arrière latéral du FC Grenade, Fabrice Olinga et Henri Bedimo sont alignés d'entrée. Achille Webo et le capitaine Samuel Eto'o assurent le front de l'attaque. Alexandre Sombilan, Idriss Carlos Kameni, Pierre Omelen, Stéphane Bia, Benoît Angwa et Aurélien Chejou brillent quant à eux par leur absence. La première mi-temps reste vierge malgré quelques occasions de but. L'attaquant Danzima Kashkala et Achille Webo ont du mal à créer le trouble dans la défense albanaise. La deuxième mi-temps, malgré les remplacements effectués par le sélectionneur Akono, ne change rien à la donne de la rencontre. N'eût été la vigilance du portier camerounais Ndi Asembe, les Lions auraient pu s'incliner à 2 reprises. Au final, c'est par un nul de 0 but partout que Camerounais et Albanais quittent la pelouse. Un nul aux allures de défaite pour les coéquipiers de Samuel Eto'o, dont l'adversaire occupe les profondeurs du dernier classement FIFA. À l'issue de cette journée des matchs de préparation, la Côte d'Ivoire a laminé l'Autriche 3-0. L'Afrique du Sud s'est inclinée face aux champions d'Afrique, la Zambie, 0 but contre 1.
La Suisse a pris le dessus sur la Tunisie 2-1. L'Algérie a connu la défaite 0-1 face à la Bosnie-Herzégovine. Le Maroc a raté le coach à domicile face au Togo 0-1. Sénégalais et Nigériens se sont séparés sur un score nul d'1 partout. Le Ghana a disposé du Cap-Vert 1-0. Le Nigeria a fait mordre la poussière au Venezuela 3-0. Gabonais et Portugais ont fait jeu égal 2 partout. Score de parité également pour l'Égypte et la Géorgie 0 partout. Quelles sont les nouvelles des joueurs africains évoluant hors du continent? La réponse, c'est tout de suite dans Diaspora. Et des nouvelles plutôt bonnes pour Alexandre Sombilon, le lion indomptable du FC Barcelone qui a ouvert dernièrement son compteur de buts en 12e journée de Liga. Et des nouvelles mauvaises pour le lion de la Teranga, Papis Demba Cissé, suspendu par la FIFA et dont le club Newcastle a dû se priver des services. Alors qu'ils réalisent un bon début de saison avec Marseille, les frères André et Jordan Ayew seraient sur les tablettes du club anglais West Ham. Une information qui a été relayée par le média britannique Sunday Express. Convoités du côté de l'Angleterre, les fils d'Abedi Pelé sont toujours sous contrat avec le club phocéen jusqu'en 2015. Néanmoins, les difficultés financières que traverse l'OM pourraient contribuer au départ des deux internationaux ghanéens. Une hypothèse approuvée par le président du club, Vincent Labrune. Le championnat chinois terminé, l'international ivoirien Didier Drogba ne serait pas contre un retour à l'Olympique de Marseille pour garder la forme afin d'être prêt pour disputer la phase finale de la CAN 2013 en janvier. Le retour de Drogba à l'OM, les supporters du club en ont rêvé. Mais les chances de revoir l'ex-attaquant de Chelsea sous le maillot phocéen restent infimes. Sous contrat avec le Shanghai chinois pour 2 ans et demi, l'international ivoirien ne peut pas s'engager avant l'ouverture du mercato hivernal en janvier. Pour permettre un départ en dehors de la période de transfert, Drogba envisagerait de demander une dérogation à la FIFA. La question du salaire reste un aspect également important alors que l'OM ne cesse de vouloir réduire sa masse salariale. Mais selon l'agent du joueur de 34 ans, Drogba serait prêt à faire des sacrifices financiers pour son retour à Marseille. L'attaquant congolais Dieu merci Mbokani ne va pas quitter le championnat belge comme cela avait été annoncé il y a des semaines. Le joueur de 27 ans, qui n'exclut toujours pas un départ d'Anderlecht pour rejoindre un championnat au niveau plus élevé, semble néanmoins être revenu à de meilleurs sentiments avec son club. Dieu merci Mbokani est désormais prêt à attendre la fin de la saison, conscient qu'il lui sera difficile de trouver dans l'immédiat un club alors qu'il doit disputer avec les Léopards la CAN 2013. Absent sur blessure face au Togo le 14 novembre dernier, l'attaquant marocain Mounir Hamdaoui, lors d'un entretien avec la Gazzetta dello Sport, est revenu sur son amour pour l'équipe nationale marocaine. Le joueur de la Fiorentina espère prendre part à la CAN 2013, tout en souhaitant que son absence ne portera pas préjudice au club italien. Représenter son pays, le Maroc, jouer pour la sélection et pour le public est pour lui une grande fierté qui n'a pas de prix. 2 Africains figurent dans la liste finale des 10 nominés pour le prix Poukas, décerné par la FIFA lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Ce prix récompense le plus beau but de l'année. Les 2 Africains nominés sont le Sénégalais Moussa Sow et le Ghanéen Emmanuel Badou. L'attaquant sénégalais est dans la course grâce au retourné lors du derby d'Istanbul face à Galatasaray. Le milieu de terrain ghanéen, quant à lui, est l'auteur d'une reprise de volée contre la Guinée lors de la CAN 2012. Les dirigeants de Newcastle comptent voler au secours de l'attaquant sénégalais Papis Cissé. Le joueur qui ne souffre d'aucune blessure était absent du match opposant son club à Swansea, suite à la suspension qui lui a été infligée par la FIFA. La Fédération sénégalaise de football, en raison de son absence injustifiée pour le match amical face au Niger, le 14 novembre, a saisi l'instance fêtière du football mondial. Remonté par cette suspension, le club anglais a indiqué qu'il allait étudier les recours possibles pour contrer la décision de la FIFA. Chaque semaine, Afrique Foot vous propose un portrait et celui d'aujourd'hui est dédié à l'international marocain Younes Belhanda, sociétaire de Montpellier. À 22 ans, ce jeune prodige formé dans le club héroltais a tout pour réussir et pourquoi pas suivre les traces des aînés tels que Mustapha Hadji.
Du haut de ses 1,74 m, Younes Belhanda, c'est la grande révélation du football marocain cette année 2012. Évoluant au poste de milieu de terrain, l'international marocain né à Avignon décroche en 2009 son premier contrat professionnel avec Montpellier, qui est également son club formateur. Une grande histoire d'amour liée d'ailleurs, Younes Belhanda et Montpellier, qui reste jusqu'ici le seul club où le joueur de 22 ans a évolué durant son parcours professionnel. Mais avec le club Euroltais, il s'agit également d'une histoire de gloire, puisque Belhanda est avec son club sacré champion de France lors de la saison 2011-2012. Une brillante saison qui a valu aux Marocains plusieurs distinctions, notamment celui de lauréat du prix UNFP, décerné au meilleur espoir du championnat français. Le trophée UNFP du plus beau but de l'année et le prix Marc-Vivian Fouet, attribué au meilleur joueur africain du championnat de France. Autant de titres qui témoignent que le lion de l'Atlas a de quoi faire la fierté de son pays. Son talent a d'ailleurs poussé Eric Guéret à faire appel à lui pour prendre part à la CAN 2012. Drôle mais également sérieux lorsqu'il s'agit du ballon rond, Younes Belhanda a été nominé par la CAF pour le Ballon d'Or africain 2012 aux côtés des grands ténors du continent. Mais le jeune lion a la vie devant lui pour voir éclore davantage son talent qui n'a pas fini de surprendre. Chers téléspectateurs, vous suivez Afrique Foot et si vous aimez les voyages, l'opportunité vous est donnée actuellement de décoller pour l'Ouzbékistan. Pays d'Asie centrale, cette ancienne république soviétique est sur la voie pour devenir l'une des plus grandes nations de football d'Asie et ceci grâce aux nombreuses initiatives prises par la Fédération ouzbèque de football. Le voyage pour l'Ouzbékistan, c'est maintenant. Qui sera la prochaine grande nation du football en Asie? Pourquoi pas l'Ouzbékistan? L'ancienne République soviétique a remporté le tournoi des Jeux d'Asie de football en 1994, mais pendant plusieurs années, ils ont eu tendance à décevoir. Les récents résultats semblent toutefois indiquer que tout commence à changer. Mirabror Ousmanov est le président de la Fédération ouzbèque de football. Le football ouzbèque est à coup sûr sur la pente ascendante, ce qui est une bonne chose si l'on considère notre histoire. Je pense que pour avoir un futur plein de succès, nous devons avoir des bases solides. Autrement, nous ne pourrons pas progresser vers le niveau que nous voulons atteindre. L'année dernière, l'équipe des moins de 17 ans a atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, après avoir fini finaliste dans la compétition asiatique. Et plus tôt cette année en Iran, les moins de 16 ans ont battu le Japon au tir au but pour remporter leur premier titre de champion. Ce que les garçons de 15 ans ont accompli est génial pour l'Ouzbékistan. Ça signifie que dans 5 ou 6 ans, le football ouzbek sera dans une très bonne position. J'ai vraiment confiance dans le fait que le football que nous jouons actuellement sera d'un très bon niveau dans le futur. Pour ne pas être en reste par rapport aux équipes juniors, les résultats de la sélection nationale ont aussi été en nette amélioration. Grâce à ce qui était leur meilleur parcours lors de la Coupe d'Asie l'année dernière, ils ont pu terminer à la 4e place de l'épreuve, alors qu'une récente victoire 1-0 sur le Qatar leur a permis de conserver une chance de qualification pour la prochaine Coupe du Monde au Brésil. Mirjalov Kosimov est l'entraîneur de la sélection nationale. Les récents résultats de l'équipe ont été positifs. Mais en regardant vers le futur, ce que nous voulons, c'est gagner la Coupe d'Asie et parvenir à nous qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. Les résultats sur le terrain sont peut-être une cause de célébration, mais en dehors du terrain, l'Ouzbékistan a récemment dû faire face à des problèmes. En raison de difficultés logistiques et techniques, le droit d'accueillir la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans a été retiré au profit du Japon.
Peut-être que c'était la bonne décision. Bien sûr, c'est difficile de comparer les infrastructures au Japon et celles de l'Ouzbékistan. Nous ne voyons pas cela comme un échec. Nous considérons que la décision de la FIFA était la bonne à prendre. Le nouveau stade de 35 000 places assises du Bunyodkor devrait être la principale attraction à l'occasion de l'organisation de la compétition pour l'Ouzbékistan. En voyant combien nous avons développé l'infrastructure de l'Ouzbékistan, nous croyons vraiment que nous rassemblons tous les critères demandés. Nous espérons que dans le futur, la FIFA nous permettra d'accueillir une autre compétition. Cela prendra du temps pour voir cela. À présent, le stade accueillera des matchs à domicile de la section nationale et de l'équipe locale, le FC Bunyodkor. C'est aussi le siège de l'Académie du football ouzbek. Avec des installations qui comprennent 6 terrains de gazon artificiels, l'Académie représente une étape importante dans le développement du football dans le pays. L'Académie représente le futur du football ouzbek. Il y a 8 ans, nous ne possédions aucune académie. Mais à présent, avec celle du stade du Bunyodkor, le monde peut voir jusqu'où nous sommes allés et à quel point nous sommes sérieux quand il s'agit de notre football. À partir de cette construction, la fédération ouzbek a ouvert 4 académies et est en train de bâtir 9 stades à travers le pays. Associer ces développements avec un championnat florissant et leur récent succès sur le terrain à un niveau international, il semblerait que le football ouzbek se dirige dans la bonne direction. De retour de l'Ouzbékistan, chers téléspectateurs, c'est par l'actualité internationale que nous allons boucler notre périple, notamment avec les matchs de la Ligue des Champions. Lille battait Borisov, Valence, Bayern Munich et Barcelone, Spartak de Moscou. Les Lillois disent adieu à la scène européenne. Déjà éliminé de la course au 8e de finale de la Ligue des Champions, le LOSC a perdu tout espoir de disputer la Ligue Europa. Seul motif de satisfaction, les Lillois décrochent leur premier succès de la saison en C1. Une victoire 2-0 sur le Baté Borisov grâce à des buts de Sidibé et de Bruno. Un nul qui arrange tout le monde. À Mestalia, Valence et le Bayern Munich se séparent sur le score de 1 partout. Fegouli ouvre la marque pour les Espagnols, mais Thomas Müller égalise dans la foulée. Grâce à ce match nul, les deux équipes sont assurées de disputer les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Barça décroche sans difficulté sa qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse du Spartak Moscou. Dani Alves ouvre le score pour les Blaugrana après un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Sans surprise, Lionel Messi est l'auteur des 2 autres buts catalans. L'Argentin signe au passage son 17e doublé cette année. Score final 3-0 pour le Barça. Hier soir, 4 équipes ont composté leurs billets pour les 8e de finale de la compétition. Les Espagnols pourront compter sur Barcelone et Valence. Le Bayern Munich et le Shakhtar Donetsk seront également au rendez-vous au mois de février. Cela porte à 7 le nombre de clubs qualifiés. Porto, Malaga et Manchester United n'avaient eu besoin que de 4 journées pour valider leur ticket. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, a-t-on coutume de dire. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition d'Afrique Foot. Bonne suite des programmes sur Afrique Média. Au revoir.